Alors, si je vous disais que le roi ne gouvernait pas seul, eh bien, petit à petit aussi, il va y avoir une évolution. C'est-à-dire que s'il gouvernait à l'aide des principaux nobles du royaume et des membres de sa famille, petit à petit, ceux-ci vont être progressivement écartés au profit d'hommes de confiance qui vont jouer le rôle de principal ministre et qui vont être surtout choisis pour leurs compétences et non pour leur lien de proximité par le sang ou parce qu'ils sont déjà à la tête d'une province en tant que comte, en tant que duc. Donc parmi ces grands personnages, dont on parlera un peu plus tard, vous avez des personnages comme Sully sous Henri IV, ou bien Richelieu, dont j'espère que vous avez entendu parler, notamment avec les Trois Mousquetaires, sous Louis XIII, Mazarin et Colbert, on reviendra sur lui sous Louis XIV. Et justement, ce dernier, à la mort de Mazarin en 1661, il décide de gouverner. Pardon, quand je dis ce dernier, je parle de Louis XIV, hein. À la mort de Mazarin en 1661, il va décider de gouverner seul. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra parler de monarchie absolue. C'est-à-dire que, vous voyez, on a une évolution. Au début, les rois gouvernent entourés d'un conseil qui est formé des grands du royaume, c'est-à-dire les grands nobles du royaume, ainsi que les membres de leur famille. Puis petit à petit, ils vont gouverner à l'aide d'un ministre principal. Et puis petit à petit, à partir de Louis XIV, à partir de 1661, quand le principal ministre Mazarin meurt, eh bien Louis XIV décide de gouverner seul. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de monarchie absolue, puisque il n'aura plus de principal ministre. Et il va réorganiser les différents conseils qui l'aident à prendre des décisions. Et Louis XIV créera pour Jean-Baptiste Colbert, sur lequel on reviendra un peu plus tard dans la séance 2, la charge de contrôleur général des finances, l'équivalent de notre ministre de l'économie, c'est-à-dire de notre le maire d'aujourd'hui. Donc on assiste à la naissance et au renforcement d'un phénomène bien connu en France qui s'appelle la centralisation. Donc la centralisation, c'est le renforcement du pouvoir central basé de plus en plus à Paris, puisque après avoir eu parmi les résidences principales et après avoir fixé sa capitale à Paris par Philippe Auguste, des palais comme le palais du Louvre, eh bien vous savez que Louis XIV, à partir de 1682, va fixer sa capitale à Versailles, du moins son palais à Versailles. Donc la centralisation se fait autour de Paris. Et ce pouvoir central se renforce petit à petit et les décisions s'appliquent sur tout le territoire. On l'a vu avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui fait que le français s'applique sur tout le territoire. Eh bien, ce processus va se poursuivre avec les successeurs de François Ier et ce renforcement du pouvoir central, du pouvoir du roi de France, va se faire au détriment des pouvoirs locaux grâce à une administration dépendante du centre. C'est-à-dire, pour résumer, avant, le royaume de France, les comtes, les ducs qui avaient du pouvoir localement avaient un grand pouvoir et chacun faisait grosso modo ce qu'il voulait dans sa province. Et puis petit à petit, les rois de France vont renforcer leur pouvoir en vidant de leur substance le pouvoir des ducs et des comtes qui gouvernaient les provinces françaises. Donc en gros, les grands nobles vont avoir de moins en moins de pouvoir et tout le pouvoir va être concentré dans les mains du roi de France. Donc les décisions du roi sont mieux appliquées par ses agents, dont le nombre est multiplié, pour vous donner un ordre d'idée, par 9 entre 1515, c'est-à-dire sous François Ier, et 1661, c'est-à-dire sous Louis XIV. Donc le nombre d'agents, c'est-à-dire en quelque sorte le nombre de fonctionnaires, le nombre de personnes qui représentent le roi dans le royaume. Donc le nombre d'agents est multiplié par 9. La plupart de ces agents sont des officiers. Alors officier, rien à voir avec le terme que vous connaissez dans l'armée, hein, qui est un grade, les officiers, les sous-officiers. Ici, un officier, c'est quelqu'un qui détient un office, qui est propriétaire d'un office, et c'est un agent du pouvoir royal. Alors, ce qu'on appelle des offices, ça peut être, par exemple, avoir un poste dans la police, dans la justice, dans la finance. Et ces postes, ce qui est la différence d'aujourd'hui, où par exemple pour entrer dans la police ou dans la justice, il faut faire un concours. C'est le mérite qui vous fait rentrer. Là, c'est la richesse, car ces postes d'officiers peuvent être achetés. Et encore mieux, ils peuvent être transmis à vos descendants. C'est-à-dire que si vous-même, vous êtes chargé de rendre la justice, eh bien, vous transmettrez cette charge, on dit une charge,
à votre descendant. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, si vous êtes commissaire de police en France en 2020, eh bien, si votre fils veut devenir commissaire de police ou votre fille, eh bien, il faudra qu'elle fasse des études de droit, passer le concours de commissaire de police. On n'est plus sous l'Ancien Régime où les charges, que ça aille du roi au poste d'officier, se transmettaient par le sang. Donc, les officiers donc sont propriétaires de leurs charges et par exemple, comme officiers, on trouve les membres des parlements. Les parlements, ce sont des cours de justice. Il y en a plusieurs dans le royaume, les plus célèbres étant celles de Rennes, de Paris, d'Aix-en-Provence, de Lyon. Donc des cours de justice sont des parlements de justice en province ou à Paris. Cependant, pour asseoir leur autorité et contrôler les officiers, donc ceux qui détiennent un office pardon, et qui représentent le roi, eh bien le roi et surtout ces personnages pardon, vont de plus en plus s'affranchir de la tutelle royale, c'est-à-dire ils vont prendre leur liberté en quelque sorte, ils vont se comporter à leur tour comme des petits souverains en province, eh bien le roi va s'appuyer de plus en plus sur des commissaires. Alors les commissaires, encore une fois, c'est un terme que vous connaissez, mais qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Quand vous pensez commissaire, vous pensez chef de la police. Eh bien ici, un commissaire, c'est un agent du pouvoir royal, nommé par le roi pour une fonction de police, de justice et ou de finance, et il est révocable à tout moment. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une fonction de police comme le commissaire aujourd'hui, il est chargé aussi de rendre la justice et il a des fonctions dans le domaine de la finance et notamment de collecte d'impôts. Et ce qui est important, il est révocable à tout moment, c'est-à-dire qu'il peut être viré, en quelque sorte, renvoyé à tout moment. Donc notamment s'il se comporte mal, s'il remplit mal ses fonctions, s'il est corrompu, s'il fait des excès de zèle ou des excès d'injustice, il est révocable. Alors parmi ces commissaires nommés par le roi, on trouve notamment les intendants. Alors les intendants, vous aviez un document dans le diaporama. Ce document, il est présent ici. Donc vous voyez, il s'intitule, c'est le document 2, hein, Les intendants, les yeux et les oreilles du roi en province. Donc déjà, rien que le titre du document vous donne vraiment la fonction des intendants. Ils sont là pour voir au nom du roi, pour écouter au nom du roi. Donc, je vous posais comme question, quelles sont les missions des intendants dans les provinces? Donc évidemment, il fallait lire ce texte, voir aussi qui en était l'auteur. C'est pas n'importe qui, c'est le roi Soleil, le roi Louis XIV. Et c'est une lettre de commission, donc une lettre où il donne en quelque sorte une mission, qui est remise en 1674 à un personnage nommé le Tonnelier de Breteuil. Donc évidemment, c'est un nom d'un noble, hein. Il est nommé intendant de Picardie et il le restera jusqu'en 1683, donc pendant 9 ans. Et on vous précise entre parenthèses, c'est pas négligeable que le texte a été modernisé parce que la lecture vous en est compliquée. Mais s'il n'avait pas été modernisé, vous auriez encore plus de mal à comprendre ce texte. Et donc, quelles sont les missions des intendants dans les provinces? Eh bien, par exemple, dans le premier paragraphe, ici, eh bien, vous pouvez vous apercevoir que les intendants ont l'obligation d'assister aux conseils qui seront tenus par nos gouverneurs, dit le roi. Alors, que sont les gouverneurs? Ce sont des chefs militaires envoyés par le roi dans les provinces frontalières pour garantir l'ordre. La Picardie, c'est une région qui est située au nord de Paris, hein, des villes comme Amiens, une ville chère à Emmanuel Macron, puisque c'est là qu'il y est né et qu'il a fait des études de théâtre qui l'ont mené très loin. Et donc la Picardie à l'époque était considérée comme une région frontalière, puisque le nord, les Flandres, était une région où la France se trouvait souvent en guerre. Et donc ces chefs militaires, eh bien, ils voient leur pouvoir contrôlé par les intendants, qui assistent donc à leurs conseils que doivent tenir les gouverneurs, notamment pour les plus importantes affaires. Et les intendants doivent traduire en justice, c'est marqué explicitement, il y a marqué vous donnant pouvoir de faire le procès à tout genre de guerre, donc il y a la possibilité de traduire en justice justement ces gouverneurs qui seraient coupables, soit parce qu'ils ont
abusé de leur pouvoir, soit parce que, par exemple, ils se seraient rebellés. Donc, premier point. Second point, dans ce court paragraphe, vous voyez qu'il y a écrit pour vous transporter dans toutes les paroisses pour examiner si les rôles de taille et de l'impôt du sel ont été bien et dûment faits suivant nos ordonnances et règlements. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour le traduire en français d'aujourd'hui, ça veut dire que les intendants sont envoyés dans les provinces pour vérifier que les listes des personnes, notamment devant payer la taille, qui est un impôt direct, ou bien l'impôt du sel, qu'on appelle aussi la gabelle, et bien que ces listes sont correctes. Sous-entendu, qu'on n'a oublié personne et que on n'a pas non plus mis des noms de personnes qui ne devraient pas la payer. Par exemple, les nobles ne payaient pas d'impôt. Troisième point, ici, il est dit que les intendants doivent vérifier que la justice royale est rendue sans abus. Par exemple, que les juges n'ont pas fait l'objet de corruption, on vous le marque, ou bien qu'ils n'ont pas été négligents ou ignorants. Donc, les intendants sont là pour vérifier que la justice du roi décidée à Paris est bien appliquée partout sur le territoire. Et enfin, à la toute fin du texte, eh bien, on voit que les intendants doivent faire appliquer les décisions royales dans le domaine de la justice, de la police, des finances. Donc, ils méritent bien ce surnom des yeux et des oreilles du roi en province. Ils sont vraiment là pour représenter le roi en province. Ils ont donc un rôle essentiel, ces intendants. Alors, les intendants sont les plus importants des commissaires puisqu'ils cumulent les trois fonctions de justice, de finance et de police. Et ils cumulent ces fonctions dans une circonscription qu'on appelle une généralité. Et ces intendants, leur envoi dans toutes les parties du royaume se généralise après 1635. Et par exemple, si je prends que Limoges, eh bien, vous avez des noms d'intendants très célèbres qui ont laissé leurs traces dans l'histoire de Limoges, notamment l'histoire de ses rues, de ses places. Vous connaissez tous le lycée Turgot. Eh bien, Turgot, c'était un intendant. Vous connaissez peut-être le carrefour Tourny en face du Crédit Lyonnais. Eh bien, c'est un intendant également, comme le jardin d'Orsay. Orsay, c'était un intendant. N, qui a donné son nom à la place d'Aisne à Limoges, était également un intendant. Donc vous voyez, dans la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms de lieux d'une ville, comme Limoges, eh bien, on retrouve la trace du passé, et notamment du fait que Limoges est connu d'importants intendants, notamment Turgot, qui sera un intendant très important, puisqu'il aura aussi des fonctions de principal ministre du roi de France. De même, Tourny sera ensuite intendant à Bordeaux, où il laissera d'importantes traces. Alors tout n'est pas encore parfait, hein. La centralisation reste pour le moment limitée, à cause notamment de la persistance de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ces lois particulières qui permettent à certaines villes ou provinces, surtout en périphérie du royaume, c'est-à-dire à la limite du royaume, d'échapper à l'emprise juridique et fiscale du pouvoir royal. Par exemple, certaines villes possédaient une charte de franchise qui les exemptait de payer certains impôts. Certaines coutumes pouvaient être appliquées dans telle ou telle province de France qui étaient donc légèrement différentes de la justice royale. Donc il y avait encore un certain nombre de particularismes qui vont tendre à s'estomper avec les progrès et l'affirmation du pouvoir royal tout au long des 16e, 17e, 18e siècles.